Quand les nazis sont venus arrêter les socialistes, je n'ai rien dit parce que je n'étais pas socialiste. Puis, ils sont venus chercher les syndicalistes et je n'ai rien dit non plus parce que je n'étais pas syndicaliste. Puis, ils sont venus chercher les juifs et je n'ai rien dit parce que je n'étais pas juif. Puis, ils sont venus me chercher et il ne restait plus personne pour me défendre. Martin Niemöller. Mise en onde de Junie Limage, caméra Winnie J, microphone le pasteur Jean-Fils Aimé. Bonjour le monde, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Comment allez-vous? Comment avez-vous passé la semaine? En tout cas, je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle édition de l'émission Lumière sur le monde. Content de vous savoir à l'écoute, content de vous savoir fidèle à ce rendez-vous dominical, à ce rendez-vous hebdomadaire. Je ne sais pas pour vous, mais il me semble que c'était hier encore qu'on réfléchissait à l'assassinat crapuleux de George Floyd. Au fait, pour mémoire, c'était le 25 mai dernier qu'on assistait impuissant, qu'on assistait outré à cette mort lente et crapuleuse d'un homme non armé par quelqu'un qui aurait dû le protéger et qui pourtant a choisi de l'assassiner en posant sur son cou sans genou, tranquillement, froidement, tel un serpent. 3 mois plus tard, un autre citoyen noir américain, et quand je dis un autre citoyen noir américain, c'est parce que j'ai un exemple précis en tête, mais au cours de ces 3 derniers mois, plusieurs citoyens afro-américains ont été soit tués par des policiers blancs américains, soit littéralement agressés par des balles injustes des policiers américains. Mais là, cette fois-ci, on a l'impression d'assister à une surenchère. Un jeune homme noir de 29 ans, non armé, du nom de Jacob Blake, fut littéralement pris en cible par des policiers et l'un d'entre eux a logé pas moins de 7 balles dans son dos. Bon Dieu. On a l'impression que ce policier-là se croyait être dans un champ d'entraînement de tir et il devait tirer, n'est-ce pas, à qui mieux. Sauf que là, il s'agissait d'un être humain, un vrai. Pensez-vous qu'il soit encore possible d'arrêter cette violence? Mettez-vous dans la peau d'un jeune gars, mettez-vous dans la peau d'une jeune dame. Autrefois, on nous disait, quand la police nous interpelle, eh bien, il faut tout simplement lever les mains, ne représenter aucune menace pour ces policiers-là. Le gars ne représentait littéralement aucune menace pour ces policiers-là. D'autant qu'il venait d'intervenir dans une situation justement pour faire la paix entre 2 personnes qui se chicanaient. Lui-même se retournait dans sa voiture, donc de dos, il ne représentait absolument aucune menace pour les policiers. Et 2 de ces policiers l'ont pris en cible et l'un d'entre eux lui a logé 7 balles dans le dos en présence de ses propres enfants. Waouh! Est-ce que cette violence-là un jour sera bannie? Est-ce qu'on pourra la cesser? Est-ce qu'on peut, en tant que citoyen, en tant qu'humain de bonne volonté, en tant qu'humain de gros bon sens, se reposer la question de l'utilité de la police? La police est utile en ce qu'elle est là pour protéger les biens et les vies. Or, voilà que là-bas, et pas seulement là-bas, on verra. Chez nous aussi,
au Canada, à Toronto, à Montréal et dans d'autres villes du monde, à Marseille en France, ces policiers, plutôt que de protéger des vies, tuent des vies. Qu'est-ce qu'on peut faire? Posons-nous la question. Je voudrais aborder la question aujourd'hui sous l'angle de la solidarité véritable. Comment être solidaire véritablement pour que ces violences policières cessent une fois pour toutes? Mais pour comprendre pourquoi on n'est pas solidaire véritablement, il faudra jeter un œil sur le système qui produit ce type de policier-là. Et vers la toute fin de l'émission, puisqu'il s'agit toujours de nous, il s'agit toujours de nous, les hommes et les femmes noires. Comment nous, on peut faire montre de plus de solidarité pour que ces actes de violence soient perpétrés le moins souvent? On s'arrête ici, vous connaissez le rituel. Une tasse de thé, une tasse de café, une tasse de chocolat chaud. Servez-vous tout ce qui est de nature à vous garder éveillé. Nous allons dire les vraies affaires ce matin. À tout à l'heure. Avant la pause, je vous ai lu ce texte combien éloquent de ce pasteur allemand qui a vécu au temps des nazis, le pasteur Martin Niemöller, et qui montre comment, parfois par notre silence, nous sommes complices du mal des autres. Il raconte comment la violence nazie s'est déroulée par étapes, on le sait maintenant, aujourd'hui. Ils n'ont pas commencé tout de suite par faire des razzias contre les juifs, ils n'ont pas commencé tout de suite par faire des rafles, n'est-ce pas, contre, on va dire, les homosexuels. Ils y sont allés par étapes, en s'attaquant aux socialistes, qu'ils ont confondu avec des communistes, en s'attaquant aux syndicalistes, en s'attaquant par la suite aux juifs. Et à chaque fois, eh bien, les gens se disaient, moi je suis pas concerné, je suis pas communiste, donc ils vont arrêter les autres, pas moi. Ils sont venus arrêter les socialistes, moi je suis pas concerné, personne dans ma famille ne l'est, donc personne dans ma famille, n'est-ce pas, ne sera en danger. Ils sont venus chercher les juifs, je regarde autour de moi, moi je suis pas juif, donc mais c'est le problème des autres. Et enfin, ils sont venus chercher le pasteur Martin Niemöller lui-même. Et alors il réalise, tiens, j'aurais dû ouvrir la bouche pour défendre les autres, car lorsqu'ils sont venus me chercher, il n'y avait personne pour me défendre. Et vous savez, parfois, notre culpabilité, notre complicité se trouve dans notre silence. On assiste à un acte d'injustice, on assiste à un acte de cruauté, et puis on se dit, mais c'est pas de mes affaires, qui sait, le gars doit avoir une bonne raison de violenter cette femme, ou ces policiers-là doivent avoir une bonne raison, n'est-ce pas, de plaquer contre le sol ce noir-là, ça se voit bien qu'il porte son pantalon en deçà de ses fesses, etc. Enfin, vous connaissez tous ces stéréotypes-là. Et la violence continue son chemin, elle continue sa progression. Nous ratons à chaque fois l'occasion de la dénoncer. Nous ratons à chaque fois l'occasion de prendre position contre elle. Nous ratons à chaque fois, n'est-ce pas, l'occasion de nous dresser contre elle. Et tout à coup, elle se répand. Je voudrais interpeller aujourd'hui ceux qui
bénéficient de ce système de violence. Vous vous souvenez, il y a quelques émissions, je vous avais parlé du fait que le système occidental est un système binaire, c'est un système dualiste qui repose sur une classe de privilégiés et une classe d'opprimés. Et là, aujourd'hui, je voudrais faire appel à ceux qui tirent avantage de ce système de violence, les Blancs. Car on voit bien à chaque fois, ce sont des policiers blancs qui sont investis de l'autorité de l'État qui agressent des citoyens noirs. On condamne ponctuellement, on fait ponctuellement quelques manifestations, mais les privilèges demeurent les mêmes, les symboles demeurent les mêmes, la symbolique du pouvoir demeure la même, et le show continue comme si de rien n'était. Un jour, cette violence-là va vous atteindre vous. Un jour, cette violence-là va atteindre votre propre garçon. Un jour, cette violence-là va frapper votre propre fille. En ce jour-là, hélas, il sera trop tard pour la dénoncer. La dénonciation doit se faire maintenant. La solidarité avec ceux qui souffrent doit se faire maintenant. Sinon, un jour, il sera trop tard. Mais avez-vous remarqué à quel point il est difficile de parler de racisme dans nos sociétés occidentales? Avez-vous remarqué à quel point il est difficile de parler de racisme dans nos civilisations judéo-chrétiennes, dans nos civilisations puritaines? Au fait, une sociologue blanche a consacré des recherches, n'est-ce pas, sur ce qu'elle appelle la fragilité blanche. Il s'agit de la sociologue américaine Robin DiAngelo. Elle constate dans ses recherches que dès qu'on parle de racisme, il y a un malaise, il y a une espèce de colère, il y a des émotions insoupçonnées qui apparaissent tout à coup dans nos sociétés blanches. Et madame appelle ça justement la fragilité blanche. Et elle met le doigt sur ce sur quoi repose cette fragilité blanche. Madame DiAngelo, sociologue qui a consacré encore une fois ses recherches à la question du racisme en Occident, a fait ce constat un peu troublant. Ceux qui subissent le racisme peuvent en parler, ils peuvent exprimer leur souffrance, ils peuvent exprimer leur douleur, ils peuvent exprimer leur privation, mais quand on aborde justement la question du racisme avec ceux qui en profitent, il y a un malaise. Et elle note que une situation de stress minimum va provoquer tout à coup un silence parmi les Blancs, la classe des privilégiés. Le silence. Mais que dénote ce silence? Eh bien, pour Madame DiAngelo, ce silence dénote une culpabilité. La culpabilité qui vient de la conviction que tout en Occident, au fait, est racialisé. Tout en Occident est racisé. Tout en Occident est raciste. Nous le verrons tout à l'heure en détail. Et plutôt que de regarder de près comment les richesses de ce système occidental, la justice entre guillemets de ce système occidental, les relations interhumaines, n'est-ce pas, dans ce système occidental, la business, la manière de faire des affaires dans ce système occidental repose sur la violence, plutôt que de regarder ça de près, les gens préfèrent garder le silence pour ne pas déranger ce qui leur apporte jusque-là. Et si vous insistez pour en parler, tout à coup, il y a une colère. Je suis souvent outré quand moi qui subis le racisme, ou vous qui en subissez, ou quand quelqu'un qui subit le racisme le dit, n'est-ce pas, à des journalistes, ou bien exprime, si vous voulez, sa frustration dans son milieu de travail, ou bien dans son voisinage, tout à coup, c'est lui qui devient le coupable parce qu'il dérange le vivre ensemble. Ah oui, oui, vous jouez à la victime.
Ah, mais c'est toujours le racisme. Comme quoi, si vous n'avez pas de travail, c'est la faute des autres, c'est le racisme. Si vous ne pouvez pas habiter dans une bonne maison, c'est encore la faute des autres, c'est le racisme, etc. Et on assiste à cette tentative-là qu'on appelle justement blâmer la victime. Celui qui subit le racisme, on est réduit à ne plus pouvoir en parler parce que s'il en parle, il devient tout à coup coupable d'un je ne sais quoi qui dérange le vivre ensemble. Et Madame D'Angelo dit, fondamentalement, le blanc est incapable, la société blanche est incapable de parler de racisme, la société occidentale est incapable de parler de racisme parce qu'il y a comme une culpabilité qui s'inscrit dans l'ADN même de ce système occidental. Et vous savez quoi? C'est ce système qui produit les policiers. Ce sont des gens qui ont été build to kill. Ce sont des gens qui ont été construits de manière à tuer. Il faut regarder cette chose de près. Ne pas se contenter, oui il faut le faire, de dénoncer. Ne pas se contenter, oui il faut le faire, de manifester. Mais il faut faire autre chose. Il faut regarder, mais qu'est-ce qui fait que dans ce système-là, un policier tue, un policier tire, un policier brutalise, un policier harcèle, il est jugé, mais au moment même où il est jugé, d'autres policiers, ils vont d'une surenchère. Après le coup sur le genou, ce sont 7 balles dans le dos d'un seul individu qui ne représente aucune menace. Qu'est-ce qui va se passer demain? Qu'est-ce qui va se passer dans une semaine? Mes enfants à moi, qui va les protéger? Vos enfants à vous, mais qui va les protéger? Pourquoi la violence continue de s'inscrire au cœur même de ce système? C'est la question à laquelle je voudrais tenter de répondre aujourd'hui. Car si on ne regarde pas cette chose de près et changer ce système, et pour le changer, ce ne sont pas seulement les victimes qui doivent le vouloir, ceux qui sont de bonne foi et qui disent, écoutez, on est fatigué de cette brutalité policière, eux aussi doivent mettre l'épaule à la roue pour qu'ensemble nous changions ce système. Autrement, le visage du policier changera, mais ce sera toujours un policier qui va brutaliser un autre noir, mais ce sera toujours un noir qui sera pris pour cible dans cette longue histoire occidentale de la violence. Regardons l'histoire. Vous savez, l'histoire américaine repose sur ce mythe fondateur, le voyage de ces Pilgrim Fathers, de ces pères pèlerins qui ont pris le bateau du Mayflower, car ils fuyaient la persécution religieuse d'Angleterre et ils cherchaient une terre vierge pour pouvoir vivre leur liberté religieuse, travailler de leurs mains et construire, si vous voulez, une nation qui leur serait prospère. Mais ce mythe fondateur oublie de nous dire que cette terre-là était habitée par d'autres peuples. Et lorsque ces Pilgrim Fathers et leurs successeurs sont arrivés, qu'est-ce qu'ils ont fait pour se donner cette terre de prospérité? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour se donner une nation où ils pratiqueraient librement, n'est-ce pas, leur religion? Ils ont dépossédé des autochtones. Une véritable histoire de pillage. Ils ont pillé leurs biens, ils ont pillé leur territoire. Une véritable histoire de barbarie, une histoire de viol, une histoire de violation des droits les plus fondamentaux de ceux à qui ce territoire appartenait pourtant.
Une histoire dans laquelle l'homme va être réduit à de la simple marchandise. On vendait des humains pour le travail d'autres humains. On tuait des humains et on donnait leur chair comme nourriture aux chiens. C'est ça l'histoire occidentale, les amis. Et quand on dit l'histoire occidentale, ça remonte aussi loin qu'à l'époque des Romains. Ce sont eux qui sont arrivés en Afrique, qui ont fait exactement ce que les Européens vont faire après, ce que les Américains ont fait justement lorsqu'ils sont arrivés en septembre 1620 en Amérique. Incendier des villes qui ne leur avaient pas déclaré la guerre, s'emparer des populations qui étaient paisibles, voler des biens, piller, assassiner. Et depuis ce 5e siècle, on n'a pas arrêté de reproduire ce même schème, ce même paradigme de violence. C'est comme si on s'imagine qu'on ne peut progresser, qu'on ne peut avancer sans commettre de la violence. Et cette violence, n'est-ce pas, finit par s'inscrire dans l'ADN même de cette culture occidentale. L'histoire est écrite par des hommes. Il y a de ces hommes, de ces femmes qu'on considère comme des héros, qu'on considère comme des héroïnes, et d'autres qu'on considère comme des faibles. Mais regardons donc ce qu'on nous présente comme héros de l'histoire occidentale. Ici au Canada, on va parler de Jacques Cartier, on va parler de Samuel de Champlain, et puis on les présente comme des héros, comme des explorateurs, des gens qui ont découvert des choses. Mais qu'est-ce qu'ils ont découvert? Sinon qu'ils ont reproduit cette même violence qu'on voit dans l'histoire au moins depuis le 5e siècle. S'emparer de populations qui ont été hospitalières. Entrer en relation avec des peuples qui croyaient qu'ils accueillaient, n'est-ce pas, des étrangers qui étaient de bonne foi, de bonne volonté, mais très rapidement, ils ont été l'objet de violences, de pillages, de barbarie et d'extermination. Et vous savez quoi? C'est ce qu'on enseigne dans nos écoles à nos enfants. On leur enseigne que Jacques Cartier, au fait, n'était pas un malfaiteur, même s'il a volé la terre des autres. On leur apprend que ceux qui arrivaient de l'Europe, n'est-ce pas, n'ont rien fait de mal. Ils ont tout simplement fait du développement. Ils ont cherché des territoires. Ils en ont trouvé. Et peu importe que ces territoires aient été habités et qu'ils ont volé ces gens-là, qu'ils les ont violés, c'est pas grave. Mais subliminalement, puisque cette histoire-là est enseignée à nos enfants dans nos écoles, qu'est-ce qu'on est en train d'enseigner à nos jeunes, selon vous? On est en train de leur dire que ce n'est pas grave de voler la terre des autres, que ce n'est pas grave d'exploiter les autres, que ce n'est pas grave, n'est-ce pas, de faire travailler les autres pour soi sans aucune notion d'égalité, car c'est ça le système occidental. Et nous sommes étonnés que génération après génération, ceux qui sont élevés en dignité, ceux qui détiennent l'autorité en Occident, rivalisent justement de brutalité, rivalisent justement de violence. Tout, répétais-je, est violent en Occident. La façon de faire de la business, la façon de faire des affaires. Bien sûr qu'il faut faire des affaires, car il y a une espèce d'interdépendance qui s'inscrit justement dans la vie humaine. Je ne peux pas tout produire, je dépends de vous, de ce que vous produisez, et vous dépendez de moi. Mais est-ce que c'est faire des affaires que de faire produire quelque chose à 10 cents quelque part en Asie, à 10 cents quelque part en Afrique, et de le revendre pour 400, pour 500, pour 800, pour 1000 $, et on appelle, vous savez comment on appelle ça en Occident? On appelle ça la rentabilité, on appelle ça la profitabilité. L'affaire, c'est que aujourd'hui il y a quelqu'un qui fait produire cette affaire pour 10 cents, pour 20 cents, mais il va y avoir quelqu'un d'autre qui va rivaliser encore
en matière de rentabilité qui, lui, va tenter de réduire les coûts pour augmenter sa rentabilité, pour augmenter cette profitabilité. Donc, c'est pas seulement l'histoire qui est violente en Occident. C'est pas seulement la culture qui est violente en Occident, la façon de faire des affaires, la façon, n'est-ce pas, de rendre nos affaires profitables, elle aussi, elle est violente. Je l'ai dit, je ne sais combien de fois, une société violente doit justifier sa violence par sa spiritualité. Elle doit justifier sa violence par sa religion. Eh bien, en Occident, même la spiritualité est violente. Un Dieu qui veut pardonner, c'est beau, mais qui réclame une rançon. Ah, mais écoutez, Dieu réclame une rançon. Dieu veut un prix pour pardonner aux humains. Et qu'est-ce que finalement il va obtenir comme prix? La crucifixion de son fils. Pensez-y, ça aussi envoie un message subliminal que la violence est sacrée. Ça envoie, n'est-ce pas, un message subliminal qu'il est permis d'exercer la violence. Même le progrès de la science en Occident repose sur la violence. Vous savez, aujourd'hui, il y a de ces technologies dont nous profitons, comme Internet, comme, n'est-ce pas, le GPS. Et puis, si nous ne prenons pas le temps de creuser dans l'histoire de ces technologies-là, nous risquons de croire que c'est des technologies qui ont été développées, n'est-ce pas, pour faciliter le vivre ensemble. Nullement. C'est des technologies qui ont été développées pour l'armée, donc pour la violence. Et ce n'est qu'accessoirement qu'aujourd'hui, nous, les civils, nous bénéficions de ces avancées d'Internet, que nous bénéficions de ces avancées, n'est-ce pas, de GPS. C'est des systèmes qui ont été conçus pour l'industrie militaire, donc pour propager la violence. Et vous savez, même certaines avancées dans les sciences médicales doivent leur existence à l'industrie militaire. Regardez, tel pays va développer tel outil pour tuer l'ennemi. Mais tel autre pays va raffiner ce même outil et va le rendre encore plus efficace. Tel, n'est-ce pas, État va développer telle arme, n'est-ce pas, pour être plus puissant, eh bien, tel autre État va raffiner cette même arme pour la rendre plus efficiente encore. Il n'est pas jusqu'aux avancées en matière d'armes biologiques, en matière d'armes bactériologiques, qui ne doivent leur existence à la violence. Notre mode de vie repose sur la violence. Ah, il faut avoir plus que l'autre. Il faut avoir une plus belle maison que l'autre. Le patron veut avoir infiniment plus que ses employés. Eh bien, il veut augmenter ses profits, augmenter, n'est-ce pas, son épargne, comme si, à un moment donné, il n'allait pas mourir. Et il en résulte que notre mode de vie repose non pas sur la coopération, notre mode de vie repose non pas sur la solidarité, notre mode de vie repose justement sur la compétition, comme si l'autre était un ennemi à abattre. Voilà le système, les amis, dans lequel le policier évolue. Voilà le système pour lequel le policier, il est payé. Voilà le système, n'est-ce pas, qui met une arme aux mains de ce policier et qui lui dit, le noir sera toujours un ennemi. C'est aussi ça la fragilité blanche. Il y a comme une peur du noir chez le blanc. Et vous savez de quoi le blanc a véritablement peur? De sa propre culpabilité. Car il sait que pour construire sa richesse, il a dû
avoir dépossédé les ancêtres de ce noir, pour construire sa richesse, il continue de piller, n'est-ce pas, l'alma mater de ce noir. Alors quand il le voit, il projette sur lui ses propres peurs, il projette sur lui sa propre culpabilité. En sorte que si on ne regarde pas de près ce système qui est construit sur la violence, qui s'entretient, qui se régénère par la violence, les manifestations, les contestations, les dénonciations seront limitées et la violence continuera de plus belle. Mais de quoi le blanc a-t-il peur? On s'est posé la question de l'objet de la peur du blanc, parce que la fragilité blanche, au fait, c'est l'ensemble de ses peurs. Robin DiAngelo a répondu à cette question, mais de quoi le blanc a-t-il tant peur? Cette peur qui se manifeste dans la violence policière, elle repose sur quoi? Car ne nous trompons pas, le violent est un grand angoissé. L'homme violent, qu'il soit un policier, qu'il soit un homme politique comme Donald Trump ou bien d'autres qu'on a vus dans l'histoire, l'homme violent est un grand angoissé qui essaie de noyer son angoisse, qui essaie de noyer ses propres peurs en faisant du mal aux autres. Dès lors qu'on comprend cela, il faudra se poser la question, mais puisque l'Occident est violent, donc l'homme blanc est violent, c'est qu'il a des peurs, c'est qu'il a une angoisse. Alors la question, mais c'est de quoi le blanc a-t-il peur? Robin DiAngelo, dis-je, répond à cette question. Bien, elle dit, le blanc a d'abord peur d'être isolé. Il a peur d'être minorisé. Il a peur de perdre ses privilèges. Et vous vous souvenez, je vous l'ai déjà dit, je vous le redis aujourd'hui, le racisme est d'abord une affaire de privilèges. Le racisme est d'abord une affaire de rentabilité. Le racisme est d'abord une affaire de confort. Et si nous ne réalisons pas que il y a de la violence parce que cette violence rend confortable, parce que la violence est rentable, n'est-ce pas, pour beaucoup d'entre nous, eh bien nous n'allons pas résoudre ce problème. Le blanc a peur d'être isolé, il a peur d'être minorisé sur son propre territoire. Vous vous souvenez, en 2016, quand Donald Trump faisait campagne pour devenir président des États-Unis, il a fait campagne sur le fait que, eh bien, les Blancs étaient menacés. Il y a comme une espèce de menace imaginaire, il y a comme une espèce de péril imaginaire auquel le Blanc veut échapper. Ça a toujours été ainsi dans son histoire. Et pour échapper à sa menace, pour échapper à ce péril imaginaire, il exerce de la violence vis-à-vis des autres. Eh bien, aussi longtemps que le blanc croit qu'il risque d'être minorisé, qu'il risque d'être isolé, et donc que sa vie est menacée par l'autre, par le noir, eh bien, la violence ne disparaîtra pas. Il faudra refaire l'éducation du blanc. Selon le titre de ce livre tellement éloquent, le racisme est un problème de blanc. Il faut refaire l'éducation du raciste. Il faut refaire l'éducation du blanc pour qu'il apprenne à ne pas voir en l'autre un ennemi. Pour qu'il ne s'imagine pas que sa vie est menacée, que sa vie est en péril, qu'il sera isolé ou minorisé sur son propre territoire, sur son propre continent. Le blanc a aussi peur que la violence qu'il a exercée ne lui revienne en pleine face. Car il y a quelque chose en nous qui nous dit qu'on récolte finalement tout ce qu'on sème.
Si on sème la bonté, on la récolte. Si on sème la justice, on la récolte. Or, l'occidental sait qu'il a passé toute son histoire à semer la violence. Eh bien, il a peur quelque part que cette violence ne lui revienne en pleine face. Et pour éviter que cette violence ne lui revienne en pleine face, eh bien, il exerce la violence contre tous ceux qui ne sont pas blancs. Le racisme est un problème de blanc, ne l'oublions pas, selon le titre de ce livre. Le blanc a surtout peur, écoutez-moi bien, d'un noir qui est éveillé. Je n'ai pas dit que le blanc a peur d'un noir qui est instruit. 9 fois sur 10, le diplôme du noir, il l'a décroché dans les universités du blanc. Donc il se dit, je saurai comment l'utiliser, ce noir qui est diplômé. Je n'ai pas dit que le blanc a peur du noir qui est riche. Il dit, écoutez, lui, par sa richesse, on va réussir à le faire croire qu'il fait partie de l'élite et qu'il n'est pas comme les autres noirs. Mais le blanc a peur du noir éveillé. Du noir qui est conscient de sa situation. Du noir qui comprend les subtilités, du noir qui comprend les magouilles, du noir qui comprend les grands jeux et qui dit, écoutez, noir je suis, noir je serai, comme l'avait dit, n'est-ce pas, Aimé Césaire, et qui comprend justement que tout ce qui se fait en Occident repose sur la violence. Quand le blanc réalise qu'un noir est à ce point éveillé, il en a peur. Le blanc a peur du noir qui n'a pas de complexe d'infériorité. Vous savez, il n'y a rien qui énerve autant un policier que le noir qui le regarde dans les yeux et qui lui dit, mais dites-moi ce que j'ai fait. Pourquoi êtes-vous aussi violent? Pourquoi êtes-vous aussi brutal? Au fait, cette fragilité blanche, n'est-ce pas, elle est répandue parce qu'il y a des noirs qui n'ont aucun complexe d'infériorité vis-à-vis des blancs, qui les regardent pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des humains fragiles, qui sont à ce point conscients de leur fragilité, qu'ils répandent la violence partout. Le blanc a peur du noir qui connaît ses droits et qui défend ses droits coûte que coûte. Et bon Dieu, regardez notre histoire au cours de ces dernières décennies. Regardez notre histoire, que dis-je, au cours de ces derniers siècles, n'est-ce pas? C'est une histoire de revendication systématique de nos droits. Et le blanc sait que le jour où nous parviendrons à l'égalité des droits véritablement avec lui, tout son power trip, tout son discours de sa supériorité s'effondrera de lui-même, ce discours-là. Le blanc a peur d'un noir qui a une identité forte. Et comme parents, c'est là que nous devons travailler. Travailler la question identitaire de nos enfants. Travailler la question identitaire de nos jeunes pour qu'ils prennent le mal pour ce qu'il est. Et qu'ils ne cultivent aucun complexe d'infériorité vis-à-vis du blanc parce qu'ils sauront qui ils sont véritablement. Et puisque le blanc a tant de peur, peur d'être isolé, peur de disparaître, ah là là, oh là là, on dirait que dans l'ADN du blanc, il sait qu'il va disparaître. Alors, il nous en impute la responsabilité. Puisqu'il a tant de peur, la peur de disparaître, la peur d'être minorisé, la peur d'être isolé, la peur d'un noir éveillé, la peur d'un noir qui a une identité forte, la peur d'un noir qui sait, n'est-ce pas, qui n'a pas de complexe d'infériorité vis-à-vis de lui. Vous savez la tactique? La tactique, c'est de nous éliminer par un génocide lent. En fait, il s'agit de génocide. Quand un policier ici, un policier là-bas, un policier dans telle ville occidentale, un policier dans telle autre, n'est-ce pas, ville occidentale, arrête plus, n'est-ce pas, que nécessaire des Noirs, les fout en prison, les tue. Mais c'est un génocide. Appelons un chat un chat.
Lisons autrement les statistiques. Quand on vous dit qu'un noir a jusqu'à 5 fois plus de chances à Montréal de se faire arrêter par un policier blanc qu'un blanc, puisqu'il a 5 fois plus de chances, il a aussi 5 fois plus de chances de se faire tirer dessus, comme à Toronto. Donc il a 5 fois plus de chances de se retrouver en prison. Donc il a 5 fois plus de chances de voir son avenir hypothéqué par le blanc qui est en autorité. Mais c'est un génocide. Écoutez les discours de Donald Trump. Ce qu'il veut, c'est de déclencher une guerre raciale. Mais pourquoi vous en prendre à des gens qui ne vous font rien? Sinon que vous avez peur, sinon que vous vous sentez fragile. Il faut mettre le doigt sur cette fragilité-là. S'il est une chose dont le Québécois a peur, c'est d'un noir revendicateur. Un noir qui n'accepte pas d'être un citoyen de seconde zone. Un noir qui n'accepte pas d'avoir un salaire inférieur pour un travail égal. Un noir qui n'accepte pas, n'est-ce pas, de ne pas avoir de promotion sous prétexte qu'il n'a pas la couleur de peau, n'est-ce pas, du caucasien. Là, si vous réunissez ces critères-là, vous avez tout en vous, non seulement pour augmenter la peur du blanc, mais pour vous faire détester. Alors, plutôt que de me blâmer moi, la victime, il faut inviter le coupable à regarder de plus près son angoisse et à se questionner sur son histoire. Que faire? Et là, puisque c'est toujours nous les victimes, nous avons besoin, tandis que nous conscientisons les autres, donc les privilégiés, sur leur fragilité, nous avons besoin, nous, comme victimes, de nous poser un certain nombre de questions. Que faire? Eh bien, que faire? C'est de développer entre nous l'esprit de solidarité. Vous savez, dès que l'un d'entre nous réussit parce qu'il a une profession, parce qu'il mène un niveau de vie supérieur, n'est-ce pas, à ses frères et à ses sœurs, on dirait que tout à coup, il pense qu'il ne fait plus partie des Noirs et que le racisme que subissent ses frères, c'est leur problème à eux. Ce n'est pas son problème à lui. Et pendant longtemps, je dois dire, les vedettes noires américaines, les athlètes, etc., ont eu cette pensée-là. Et je me réjouis tellement de voir que ce comportement est en train de changer. Regardons comment ils sont en train de boycotter, n'est-ce pas, les séries éliminatoires dans les sports professionnels et que cet exemple-là est suivi par d'autres sports, n'est-ce pas, qui n'ont rien à voir avec cette problématique-là. Mais bravo! Il était temps que les Noirs fassent preuve de ce sentiment de solidarité-là, de ce que j'appelle moi l'esprit de corps. À cet égard, je voudrais saluer le courage de cette joueuse de tennis professionnelle d'origine haïtienne, Naomi Osaka, qui a écrit ceci sur son compte Facebook ou Twitter. En tant que femme noire, j'ai l'impression qu'il y a des questions beaucoup plus importantes qui nécessitent une attention immédiate plutôt que de me regarder jouer au tennis. Je m'attends pas à ce que quelque chose de radical se produise si je ne joue pas, mais si je peux engager une discussion dans un sport majoritairement blanc, je considère que c'est un pas dans la bonne direction. Bravo Naomi. Je salue aussi le courage de LeBron James et plus près de nous ici le courage de Jean Pascal, ce champion de la boxe québécois d'origine haïtienne qui a dit qu'il aurait exactement fait cela aussi s'il devait se produire dans le cadre d'un combat, boycotter cette activité pour sensibiliser les privilégiés sur la réalité du racisme que subissent les Noirs. Bravo!
Il était temps que nous fassions montre de cet esprit de corps, de cet esprit de solidarité. Le racisme que subit un frère, c'est contre nous qu'il est perpétré aussi. Nous devons développer cet esprit de corps, développer cet esprit de solidarité. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous devons soutenir le travail de nos éclaireurs. C'est pas pour rien que j'ai lu ce texte de Naomi Osaka. C'est pas pour rien que je fais référence à l'action ponctuelle de tel ou tel athlète. Eh bien, ce sont nos éclaireurs. Là où un simple citoyen noir va dénoncer, la presse ne va pas prêter attention. Mais quand il s'agit de ces mégastars, de ces superstars noirs qui disent, écoutez, nous allons boycotter notre sport jusqu'à ce qu'on nous prenne au sérieux et qu'on résolve ce problème de racisme, dont la brutalité policière n'est qu'un symptôme, eh bien alors, la presse est obligée d'en parler. Les politiciens sont obligés d'en parler. Et les décideurs publics vont devoir faire quelque chose. Bravo. Et vous notez, aussi longtemps que ça ne touchait pas l'économie, c'était des manifestations. Mais là, le sport, le monde de l'entertainment, n'est-ce pas, qui rapporte énormément de milliards, eh bien, s'il est boycotté, là, les décideurs vont devoir faire quelque chose. Car, rappelons-nous ceci, si les policiers étaient convaincus que ce qu'ils faisaient était vraiment contre leur système de violence, ils ne l'auraient pas fait. Quelque part, ils savent que ce qu'ils sont en train de faire répond à la logique du système occidental, qui est une logique de violence. Alors ils se disent, même si on nous accuse, de toute manière, le grand jury, n'est-ce pas, va nous disculper, c'est pas grave. Et le policier qui va venir après va encore plus loin dans sa brutalité, dans sa sauvagerie. Il faut que ça cesse. Et pour que ça cesse, il faut que ceux qui sont au sommet, ceux que j'appelle nos éclaireurs, se sentent solidaires de ceux qui sont en bas. Quant à nous, nous devons les soutenir, applaudir ce qu'ils sont en train de faire là. Ils sont en train, littéralement, n'est-ce pas, de débranler le temple. Ils sont en train, n'est-ce pas, de débranler les colonnes du temple de l'entertainment. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils sont solidaires. Ce que eux ne subissent pas aujourd'hui, leurs enfants risquent de le subir. Alors ils disent basta. Nous devons développer entre nous l'entraide. Dernièrement, je passais sur une rue à Montréal et puis, pour une raison que j'ignore, j'ai vu 2 policiers plaqués contre le sol, 2 jeunes hommes noirs. Évidemment, ça n'a pas fait l'actualité, ça n'a pas fait les manchettes, comme la plupart de ces cas de brutalité, mais tout à coup, je me suis senti concerné. Je me suis vu dans la peau de ces 2 jeunes noirs. Les policiers avaient-ils besoin de tant de violence pour maîtriser 2 jeunes qui n'étaient pas armés? Nous avons besoin d'exprimer, n'est-ce pas, notre entête, dénoncer peut-être. Et vous savez, parfois, une bonne façon de dénoncer, c'est de prendre notre cellulaire et de filmer cette scène. Plus ces scènes vont devenir virales, eh bien, plus il va devenir honteux de procéder à de telles violences, et plus d'outils aurons-nous entre les mains pour forcer les décideurs à prendre, n'est-ce pas, à changer justement les politiques publiques. Nous devons nous impliquer dans les luttes contre le racisme. Et quand je dis nous impliquer chacun à son niveau, dans son quartier, ne rien laisser passer, dans son travail, ne rien laisser passer, n'est-ce pas? Que dis-je encore? Nous impliquer dans des activités politiques, là où ça compte, là où les décisions vont être prises. Ne l'oublions pas. On ne peut pas demander aux privilégiés de changer un système qui leur apporte. Non, ça n'a pas de bon sens. Tout le monde aime ces privilèges. Il faut justement défaire ces privilèges-là. Et lorsque ces privilèges-là sont en train d'être défaits, les privilégiés d'aujourd'hui vont commencer à entendre notre discours et à être de plus en plus solidaires avec ce qu'on veut. En attendant, c'est nous les victimes
qui devons nous battre pour que ça change. On ne demande pas à un bourreau de prendre position pour sa victime. C'est une aberration. Eh bien, c'est à la victime de se donner les moyens de faire prendre conscience au bourreau. Et en attendant qu'il prenne conscience, de se battre pour casser le système, pour le transformer et pour le changer. Aussi longtemps que nous nous comportons comme des moutons dociles, comme des brebis silencieuses, eh bien, le bourreau va continuer à agir comme il a toujours agi parce que le système lui rapporte. Mais nous devons nous imaginer les moyens les plus ingénieux pour déranger le bourreau dans ses privilèges, pour le rendre inconfortable, et je dis bien par tous les moyens. Thomas Sankara, justement, disait qu'il ne pouvait accepter qu'un petit groupe de privilégiés se gave de champagne, tandis que la majorité des gens n'avaient d'accès à un verre d'eau. Alors, dérangeons les Blancs dans leur confort. Mais je vous préviens, lorsqu'il sera dérangé, le Blanc, il va devenir encore plus violent parce que on a parlé de sa fragilité. C'est justement ce dont il a peur. C'est précisément ce qu'il craint. C'est qu'on se soulève un jour pour secouer son royaume de privilèges. Je nous préviens que plus on va le rendre inconfortable, plus on va déranger son inconfort, plus violent il sera. Et c'est en ce moment-là que nous saurons si vraiment nous sommes prêts à tout pour nous faire respecter. Vous savez, le respect ne se donne pas. Le respect ne s'accorde pas. Le respect se conquiert. Le respect se prend. Et je pense qu'il est temps que par notre sens de solidarité, nous disions aux privilégiés, basta. Il faut que cette violence arrête. Il faut que le racisme, n'est-ce pas, finisse. Il faut que ce système qui repose sur un camp de privilégiés d'une part et un camp d'opprimés d'autre part change. Et nous ne devons pas compter sur les privilégiés pour le faire avec nous. C'est nous qui devons entreprendre le combat. Ne partez pas encore, je reviens pour vous rappeler nos 3 mots d'ordre. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé. N'oubliez pas non plus de partager, de sharer, n'est-ce pas, dans vos réseaux respectifs avec vos amis. Et n'oubliez pas, si vous ne l'avez pas encore fait, de vous abonner à notre chaîne YouTube. Et au sujet de notre abonnement, la semaine prochaine, j'aurai une annonce particulière pour vous. Allez, bonne semaine, gardez le moral, car tant que va le moral, tout va. Battons-nous jusqu'au bout pour le respect de nos droits. Nous sommes ensemble. Et en parlant d'être ensemble, je voudrais exprimer ma solidarité une fois de plus avec le peuple malien. Je voudrais également exprimer ma solidarité vis-à-vis de nos frères des Antilles qui sont lourdement touchés par, n'est-ce pas, cette saison cyclonique. Eh bien, bon courage, nous sommes ensemble. Au revoir.